Merci à tous. J'accueille donc... C'est bon le micro, vous m'entendez? Super. J'ai le plaisir d'accueillir la présidente de l'Université de Poitiers et la présidente du Conseil formation, vie étudiante et insertion professionnelle de France Université, Madame Virginie Laval. Donc c'est un grand plaisir pour le réseau FCU de recevoir quelqu'un qui est de France Université, puisque ce partenariat est important, votre présence est très appréciée. Merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Monsieur le président du réseau FCU, cher Franck, mesdames et messieurs les membres élus du conseil d'administration, mesdames et messieurs les directrices et directeurs, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, petit clin d'œil spécifique pour mes collègues de Poitiers, elles sont là, donc je les salue évidemment. Et vraiment, moi aussi, je suis ravie d'être là. Donc, j'arrive de Paris. J'étais à France Université ce matin pour l'Assemblée générale. Et là, maintenant, devant vous, au titre de France Université, avec une carte blanche. Carte blanche pour France Université, ça témoigne en fait de la qualité de confiance que nous avons entre le réseau FCU et France Université, la façon dont on travaille de concert et la façon dont, grâce au travail que vous menez au sein de ce réseau, vous venez éclairer les présidents et présidentes d'université que nous sommes et comment nous allons discuter avec le ministère. Donc ça, c'est vraiment une marque de confiance très importante, Franck, je tenais à le dire devant tous les collègues dans cet amphithéâtre, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Carte blanche, j'ai pris soin bien sûr d'échanger en amont avec votre président quand même pour savoir ce qui était important de donner comme message aujourd'hui. Alors un message politique, bien entendu. Et le premier, je crois, on s'est mis d'accord avec Franck, je vais prendre un peu de temps pour vous raconter ce qu'est France Université. En faisant le lien bien sûr avec la formation professionnelle, mais dans son fonctionnement, pour que vous arriviez à le positionner sur le territoire national et la façon vraiment dont on travaille à l'échelle nationale. Et puis ensuite, j'ai fait le choix de parler avec vous des positions que France Université défend dans le domaine de l'apprentissage. Et là, on a un vrai travail à faire, un travail politique à faire de ce point de vue-là. Je vous en reparlerai bien sûr. Nous ferons un petit point sur la VAE, évidemment. Et puis, je terminerai mon intervention en faisant un petit point sur l'universitarisation des formations paramédicales qui va évidemment impacter la formation professionnelle dans les universités. Alors, juste pour vous raconter un peu l'histoire de FranceU. FranceU existe depuis maintenant plusieurs années. C'était la CPU avant la conférence des présidents d'université. Et c'est en 2022, au moment de son 50e anniversaire, que nous avons changé de nom. Et c'est un nom aujourd'hui qui est le symbole de l'esprit de rassemblement. Ça, c'est vraiment important. On s'est creusé la tête pour changer de nom. C'était pas évident, surtout qu'aujourd'hui, à FranceU, il faut le savoir, 16 femmes présidentes. Et dans CPU, il y avait conférence des présidents d'université. Donc là, on rend un peu la diversité. Alors 16 femmes présidentes sur l'ensemble des universités, c'est encore peu, mais c'est déjà un premier pas. Et on se fait entendre à France Université, si ça peut vous rassurer en tous les cas. Alors, France Université, c'est une association d'utilité publique. Une association d'utilité publique qui rassemble aujourd'hui 117 établissements d'enseignement supérieur et de recherche et qui représente à peu près 2 millions d'étudiantes et d'étudiantes. France Université, ce n'est pas un cercle de dirigeants, il ne faut pas l'entendre comme cela. C'est vraiment l'esprit d'une représentation de l'enseignement supérieur et de la recherche au sens large, qui prend en compte toute la diversité des établissements, ça c'est important de l'entendre, et qui bien sûr valorise
l'ensemble des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, j'aime à dire que c'est un réseau, en fait, c'est un réseau comme le vôtre, qui permet aussi de se retrouver. C'est une sorte de psychanalyse gratuite, en fait, qui fait du bien, et je suppose que dans tous les réseaux, c'est le cas. Et avant d'être présidente, j'étais vice-présidente en charge des formations, et ce fameux réseau des vice-présidents CFVU, c'était aussi vraiment un outil très important pour le partage d'expériences, d'expertise, et puis surtout prendre la mesure du fait qu'on n'est pas seul et que même parfois on repart ressourcé parce que les difficultés qu'on a dans nos établissements sont un peu moins que celles des autres. Parfois c'est l'inverse, mais en tous les cas ça fait du bien. Il faut profiter de ces réseaux, quel que soit le réseau. C'est vraiment essentiel pour partager et grandir ensemble et se poser les bonnes questions ensemble. Ce qui est très important aussi au niveau de France Université, c'est que on ne se substitue pas aux universités. Ça, c'est important. Chaque université est autonome dans la manière de se positionner sur son territoire. Mais France Université est là pour nous accompagner, pour nous permettre d'avoir des positions nationales éclairées au regard des enjeux publics auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Son ambition à France Université, c'est de faire valoir vraiment la voix de l'université avec un grand U, bien sûr, y compris dans ses différences. Il y a vraiment des différences très importantes d'une université à l'autre en termes de taille, en termes de territoire, en termes de mission plus ou moins facile à mettre en place. Bref, c'est vraiment la prise en compte de la différence et faire valoir en même temps vraiment la voix de l'université avec un grand U. Et on l'a fait valoir, cette voix, auprès bien sûr de multiples interlocuteurs institutionnels. On est force de proposition, on est force de négociation auprès des pouvoirs publics, auprès des partenaires économiques, auprès des partenaires sociaux et institutions nationales et internationales. Juste pour votre information, sachez que nous avons un pied à Bruxelles et que nous avons une équipe à Bruxelles qui travaille au sein de l'espace européen, et je crois qu'aujourd'hui c'est encore plus important qu'hier. Alors, plein d'enjeux portés par France Université, je vous les donne comme ça pour que vous ayez une vision exhaustive de tous les sujets qui nous animent à chaque fois que l'on se retrouve. Bien sûr, c'est donner toute la place aux universités en renforçant les liens avec les décideurs, en intensifiant le lien entre les universités, c'est important. Et c'est vraiment essentiel, ce travail de concert entre universités. Après, on repart chez soi, on est sur un territoire, mais néanmoins, il y a un travail de fond qui est fait et qui permet de tisser des liens forts d'une université à l'autre. Et bien sûr, l'écosystème territorial, ça c'est très important. On essaie d'être force de proposition en la matière. On essaye de faire tout ce que l'on peut pour consolider l'Europe des universités et agir, bien entendu, face au désordre géopolitique. Donc ça, c'est le premier grand niveau des sujets qui nous animent. On essaie aussi de porter une attention toute particulière à nos étudiantes, à nos étudiants, en essayant de peser dans les pouvoirs publics sur les conditions de leur réussite. Beaucoup d'universités aujourd'hui définissent la réussite de nos étudiants et de nos étudiantes comme une réussite plurielle. Ça embarque les conditions de vie étudiante, bien entendu. Ça embarque encore une fois les relations avec l'écosystème territorial, les collectivités territoriales, les CROUS, et comment l'université appréhende sur son territoire ces conditions de vie étudiante qui garantissent la réussite. Et puis, bien sûr, le volet recherche, on ne peut pas en faire l'impasse. On essaie de travailler pour qu'on puisse se positionner comme une grande nation scientifique au service de l'attractivité des carrières scientifiques, de valoriser, de transférer les résultats de la recherche et de sortir de nos laboratoires de recherche pour aller raconter l'histoire auprès de tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés. Et je crois que ça, c'est important aussi dans le contexte actuel, que de venir déconstruire des idées reçues par l'apport
de la preuve scientifique, et on essaye tous vraiment de travailler à cette échelle. Et puis bien sûr, quelque chose qui vous concerne également, c'est la réussite des transitions écologiques, des transitions sociétales, avec une vision prospective partagée avec les étudiants et les étudiantes, pour essayer de construire ensemble une offre de formation adaptée aux enjeux et en créant bien sûr des campus exemplaires. Voilà, c'est les 4 grands thèmes qui fédèrent les échanges au sein de France Université. Alors de manière plus concrète, France Université est pilotée par un bureau avec un président et 2 vice-présidents. Aujourd'hui, le président du conseil, le président de France Université est Guillaume Gelet. C'était l'ancien président de l'université de Reims, qui vient d'arrêter cette mission en mars, sauf erreur de ma part. Et il est accompagné de 2 vice-présidents, le président de l'université de Bordeaux, Dean Lewis, et la présidente de l'université Bretagne Sud, Virginie Dupont. Donc ça, c'est le bureau de France Université. Et ce bureau s'appuie sur un conseil d'administration composé de 19 membres, une assemblée générale avec les 117 établissements qui y participent, et puis bien sûr, parce qu'on ne pourrait pas le faire sans eux et sans elles, une équipe permanente qui est composée d'une déléguée générale, de conseillers vraiment, et de consultants et bien sûr des chargés de mission. Donc on travaille à cet écosystème. Il y a vraiment une équipe permanente importante à France Université en appui des différents conseils. Et d'ailleurs, depuis peu, en fait, depuis les dernières élections à FranceU, alors je ne me rappelle plus la date, mais je crois que c'est il y a un an et demi maintenant peut-être, on a restructuré le fonctionnement de France Université, et aujourd'hui, le bureau s'appuie vraiment sur 3 conseils pilotés par des présidents et des présidentes d'université. Un conseil que j'ai le plaisir de présider, le conseil de la formation, de la vie étudiante et de l'insertion professionnelle. Moi, ça n'existait pas avant, il n'y avait pas cette notion de vie étudiante dans ce conseil, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur la réussite plurielle, on ne peut pas aborder des questions de formation sans aborder des questions de vie étudiante, donc on a tout regroupé au sein du même conseil, et on essaye de maintenir les équilibres dans les discussions que l'on peut avoir au sein des conseils. Le Conseil de la recherche et de l'innovation, qui est présidé par le président de l'université Grenoble-Alpes. Le Conseil des personnels et des moyens, qui est présidé par le président de l'université de La Rochelle. 4 commissions thématiques en appui de ces conseils. Donc vous voyez, un bureau, des conseils, des commissions. Une commission qui va travailler plutôt sur les transitions écologiques et sociétales. C'est Mathias Bernard qui pilote cette commission, le président de l'université de Clermont. La commission des territoires métropolitains et ultramarins, qui a été réactivée il n'y a pas très longtemps et qui est pilotée par Isabelle Cloque-Fontanil, présidente de l'université de Limoges. La commission des relations européennes et internationales, présidée par la présidente de l'université de Toulouse, Emmanuelle Garnier, et la commission santé, qui est pilotée par Macha Woronoff, présidente de l'université de Clermont. Non, de n'importe quoi, de Besançon, Franche-Comté, pardon, excusez-moi. Et donc on se réunit une fois par mois en présentiel à Paris, dans les locaux de France Université, avec des conseils et cette assemblée générale qui a lieu vraiment une fois par mois à Paris sur des sujets qui font l'actualité, sur lesquels on échange évidemment tous ensemble. Alors évidemment, je vais plutôt focaliser dans la suite de ma présentation sur le conseil formation, vie étudiante et insertion professionnelle, parce que ce conseil, il travaille de manière étroite avec les réseaux universitaires, comme les autres conseils, mais là, évidemment, moi, je vais vous parler du fonctionnement de ce conseil. On travaille bien sûr avec le réseau des vice-présidents CFVU, qui est aujourd'hui animé par David Leroy de l'Université de Rouen, et puis Cécile Lecomte dans le bureau. Donc il y a tout un ensemble, un écosystème très important autour de ce réseau. La Courroie, qui est un réseau aussi très important en matière d'orientation, puisque c'est la conférence universitaire en réseau
des responsables de l'orientation et de l'insertion pro des étudiants, qui est présidé aujourd'hui par Bernard Lickel de l'Université de Strasbourg. Le réseau Vécu, qui est le réseau national des vice-présidents vie étudiante de campus et universitaires, aujourd'hui présidé par Laurence Cantéry et Laurent Bordet. Et puis bien sûr, le réseau FCU, qui occupe une place de choix, cher Franck, au sein de ce conseil. C'est vraiment un réseau qui traite de questions qui sont devenues majeures aujourd'hui, avec la professionnalisation de l'université, un sujet sur lequel il faut absolument parler, car c'est une vision complètement déformée, volontairement déformée parfois, d'opposer l'université académique aux formations ou aux écoles professionnelles. Et on est bien dans cette dynamique quand on échange avec votre président sur ces thématiques. Donc un réseau très actif, qui est à même de faire valoir son expérience, à même de faire valoir ses pratiques, qui produit des données, bien sûr, qui participe à l'élaboration des positions portées par FranceU, présent dans les groupes de travail, et à ce titre, Franck est souvent sollicité par France Université pour porter les positions de FranceU. Il participe à nos réunions mensuelles avec la DGZIP, et encore une fois, il est le représentant sur lequel FranceU s'appuie très souvent pour porter nos positions. Alors, si vous le permettez, sans vouloir vexer quiconque dans cet amphi, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse sur le réseau des vice-présidents alternants qui s'est construit. On en a longuement discuté au Conseil formation, vie étudiante et insertion professionnelle. Et de notre point de vue, et je l'ai dit, et j'ai eu l'occasion de l'écrire aux collègues qui président ce réseau, FranceU considère que ce n'est pas une bonne idée. FranceU considère que ça brouille, en fait, ça brouille les messages, ça brouille l'organisation. Là, vous avez un réseau qui traite de la formation professionnelle. L'alternance, évidemment, en fait partie. À vous de trouver une place au sein de ce réseau pour peser encore plus fort dans les discussions que l'on a, dans les orientations que nous devons porter auprès du ministère. Donc vraiment, on l'a écrit, on l'a dit, d'autant plus que, sauf erreur de ma part, votre réseau a décidé d'ouvrir le spectre pour intégrer toutes ces questions. Et je crois que vraiment, on a tous à y perdre que de démultiplier les réseaux. France Université travaille avec 4 réseaux. C'est déjà beaucoup et c'est important. Et ça couvre tous les champs dont France Université a besoin pour s'appuyer, travailler de concert avec les uns et les autres. Donc je vous le redis, je ne sais pas si vous êtes dans cet amphi, mais encore une fois, nous trouvons que ce n'est vraiment pas une bonne idée que de démultiplier les réseaux. Ça brouille trop les messages, trop d'interlocuteurs tuent les messages, et il vaut mieux travailler ensemble pour une même force, une même idée à défendre, et se regrouper, c'est toujours bien plus pertinent. Alors, si vous permettez, je vais peut-être commencer à entrer sur des thématiques qui ont fait l'objet de plusieurs échanges au sein du Conseil. Hier, par exemple, nous avons encore traité de la question de l'apprentissage. Et je vais rentrer dans des thématiques qui me semblent importantes, sur lesquelles il me semble important de bien vous positionner le point de vue de France Université et quels sont les messages que l'on porte au niveau national pour essayer de faire avancer les choses. Et donc le premier chantier, bien sûr, c'est celui de l'apprentissage, et bien sûr cette loi de 2018 qui vient libéraliser, qui vient déverrouiller l'accès à l'apprentissage. Vous n'êtes pas sans le savoir. C'est une loi qui aujourd'hui a permis la croissance du nombre d'apprentis dans des propositions jamais atteintes auparavant. Elle a libéralisé la création d'établissements et de formations privés bénéficiant des fonds mutualisés de la formation professionnelle, sur la base aujourd'hui d'une simple inscription à la formation au RNCP, puis du label Calliope. Alors bien sûr, on ne peut que se réjouir de l'augmentation du nombre d'apprentis, mais attention, il faut s'interroger tous ensemble sur les conséquences de la libéralisation qui instaure
qui institue une concurrence pour la recherche de financement public, des formations publiques et privées et des formations publiques entre elles, BTS par exemple et IUT. Et bien sûr, ça fait coexister deux systèmes de certification, celui du ministère du Travail et celui des diplomations du MESR, dans une lisibilité quand même qui est relative, très relative, hein, si on la regarde de très près. Donc ça, c'est le constat en fait, hein, c'est le constat que l'on vit depuis cette loi. Et puis dans le même temps, et il y a quelque chose qui nous tombe dessus, bien sûr, c'est la Cour des comptes, c'est le Sénat, en 2022, hein, qui souligne que le financement de l'apprentissage n'est plus soutenable au regard des ressources de France Compétences et appelle le gouvernement à prendre des mesures structurelles. Ça, c'est le contexte d'aujourd'hui. Et ce qui a suivi, bien sûr, c'est que France Universités et FCU ont été auditionnés à plusieurs reprises hein, par des grands groupes de contrôle, les IGAS, l'inspection générale de la finance et même l'Assemblée nationale pour venir présenter le positionnement de France Universités lorsqu'on demande de faire des économies et quel est le positionnement national sur ces questions. Donc là, je crois qu'il y a deux temps en fait. Il y a d'abord être capable de dire quelle est la valeur ajoutée de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Je crois que ça, c'est le premier point, et sans ambiguïté aucune, hein, le positionnement de France Universités et de FCU sur ces questions est particulièrement clair. La première chose à rappeler, ce qui a été rappelé dans toutes les auditions que nous avons eues, c'est que l'apprentissage a des effets positifs à plus d'un titre pour les territoires. Je crois que c'est la première chose à rappeler, il faut le redire sans cesse. D'abord, l'apprentissage permet de consolider, de développer les liens entre les universités et des acteurs de l'économie, ça c'est important, chambres de commerce, d'industrie, les branches professionnelles, les OPCO, les collectivités régionales, les entreprises. Tout ça, ça a permis de tisser des liens importants, forts, qu'il convient de maintenir. Ce qui est important aussi, c'est que grâce à cela, grâce à l'apprentissage, il y a une sorte de compréhension réciproque des attentes du monde socio-économique et de l'économie au regard des attentes de la formation dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et puis bien sûr, le maillage territorial, c'est essentiel, je viens de le dire, mais je le redis. S'il n'y avait pas l'apprentissage, je ne suis pas certaine que toutes les universités seraient en capacité d'aller en dehors de son site principal pour porter des formations. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Sur le plan pédagogique, je crois que c'est important de rappeler aussi aux politiques l'importance de l'apprentissage. J'aime à le dire à chaque fois que je rencontre mes collègues dans mon établissement, mais il faut se le dire, l'apprentissage, c'est vraiment une modalité pédagogique particulièrement pertinente pour une insertion professionnelle réussie. Et je crois qu'il faut toujours le redire, toujours le rappeler. Et je crois que les universités ont su s'en emparer en repensant leur offre de formation, en modifiant leurs pratiques pédagogiques, en faisant plus de place peut-être, je l'espère en tous les cas, aux entreprises dans les formations. Et c'est ça l'enjeu de l'apprentissage également pour la réussite de nos étudiants et de nos étudiantes. Je crois que c'est ça qui motive les choses. Troisième chose qu'il est important de rappeler quand on est face aux inspections, aux différentes inspections, avant de rentrer dans le problème de l'argent, c'est de dire aussi que l'apprentissage, c'est bien sûr un facteur de démocratisation de l'enseignement supérieur et c'est un facteur de promotion sociale intergénérationnelle. L'enquête que nous avons menée à France Universités l'atteste très clairement. 30% des jeunes n'auraient poursuivi d'études dans l'enseignement supérieur si la voie de l'apprentissage ne leur avait pas été proposée. Que les apprentis, c'est un deuxième résultat d'enquête qui est important d'avoir en tête, sont davantage issus des familles non CSP+, si on les compare bien sûr à des étudiants dans un cursus classique, si je peux l'appeler comme ça. Et puis, le statut d'apprenti, il garantit bien sûr une autonomie financière
bien plus importante que celle possible avec les bourses sur critères sociaux, et il permet une immersion professionnelle en responsabilité, et ça c'est particulièrement plébiscité par les étudiants. Donc très clairement, hein, c'est les atouts que nous rapportons lorsque nous sommes devant les corps d'inspection. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que l'apprentissage constitue un enjeu de politique publique au bénéfice des entreprises dans les territoires et de la nation. Il ne faut pas l'oublier, parce que souvent, dans nos universités, l'apprentissage est souvent ancré sur les TPE et les PME. C'est un facteur de dynamique entrepreneuriale, un facteur d'innovation dans cette entreprise qui probablement n'aurait pas nécessairement les moyens pour accéder à des dispositifs de recherche ou financer de manière isolée des emplois à haute valeur ajoutée. Donc je crois que ça, il faut qu'on l'ait bien en tête. Et, il faut qu'on se le redise et il faut qu'on le répète également sans arrêt lorsqu'on a l'occasion de le faire. Alors la maîtrise des coûts de l'apprentissage, c'est évidemment une question sensible. France Université, encore une fois, a exprimé ses positions. Elle a formulé des propositions, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'elles sont suivies? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles sont entendues? On peut dire que oui. Donc, on a vraiment formulé des propositions très claires en ce sens. Et le premier niveau de position ferme que l'on a souhaité défendre, c'est le fait qu'il ne fallait surtout pas opposer les priorités nationales d'insertion des jeunes les moins diplômés aux objectifs généraux d'élévation des niveaux de compétences des générations. Ça, c'est important, on l'a redit et on l'a répété. Et donc, ça veut dire très clairement, de manière plus simple, qu'on a rappelé qu'il n'était pas possible d'exclure de l'apprentissage les formations master niveau 6 et 7, voire du niveau 8. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rappelé en permanence, parce qu'au-delà de la démocratisation, du facteur démocratisation tel qu'on vient de le voir, l'insertion professionnelle des apprentis qui ont fait l'expérience du monde professionnel, du monde de l'entreprise, est supérieure à celle des étudiants en formation initiale classique. C'est vrai qu'il y a des études du CEREC, et elles ont été rapportées et citées dans le rapport IGF-IGAS, qui indiquent que nos apprentis des niveaux supérieurs ne sont pas automatiquement embauchés dans les entreprises au sein desquelles elles ont été en contrat. Il n'en reste pas moins que l'expérience de l'apprentissage reste évidemment un atout décisif pour l'embauche. Donc il ne faut pas perdre cela en tête, et il faut marteler que l'on a besoin de l'apprentissage, y compris sur les niveaux les plus hauts. Autre préconisation forte de France Université, on a préconisé de lier les financements à une véritable évaluation. La loi de 2018, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui a fait exploser l'offre de formation en apprentissage dans l'enseignement supérieur, a mis pour la cooptation des fonds mutualisés, je le disais tout à l'heure, mais c'est important de l'avoir en tête, des structures de formation publiques et privées en concurrence, bien sûr, alors privées lucratives et non lucratives, hein, sous réserve, comme on le disait, d'une inscription au RNCP et d'une certification Qualiopi. Pour autant, et c'est ça qui est important, ces labels du ministère du Travail ne préjugent en aucun cas de la qualité de la formation. Et quand on parle de qualité de la formation, on parle d'environnement pédagogique, on parle d'acquisition de fondamentaux et de lien avec la recherche. Et donc, on ne peut pas réduire, même si c'est important et ça fait partie de nos missions, les objectifs pour l'enseignement supérieur ne peuvent pas se résumer à l'insertion professionnelle immédiate. C'est un écosystème qui donne à nos formations une qualité indéniable au regard des autres. Et donc, on a vraiment défendu l'idée d'une véritable évaluation des dispositifs de formation en apprentissage qui pourraient conditionner à l'accès aux fonds publics. C'est un peu le sens du travail qui a été mené sur le label pour les formations d'enseignement supérieur privé lucratif, dans lequel on a été amené à participer. Après, juste pour conclure sur
sur l'apprentissage, on est quand même dans un système qui est extrêmement fragile et qui reste fragile parce qu'en fait, il n'est pas stabilisé du tout. Il y a des coups de rabot et on s'en prend presque tous les 6 mois. Et on n'est pas du tout dans un équilibre qui a été pensé sur le moyen ou sur le long terme. Et donc difficile de se projeter dans des conditions comme celle-ci. Et moi, j'ai envie de dire que la question, elle est bien plus générale. La question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est la France doit réindustrialiser, on est bien d'accord, on est tous d'accord pour le dire. Mais quels sont les leviers aujourd'hui que l'État veut utiliser? Vraiment, quels sont ces leviers qu'il veut utiliser pour soutenir les actions qu'il dit prioritaires? Quels sont ces leviers? Les CMA, vous savez, les AMI, compétences et métiers d'avenir, oui, très bonne idée, mais ce n'est pas un puits sans fond, ça s'épuise aussi. Les contrats d'objectifs de moyens et de performance, très bien, belle stratégie, mais 0,8% de la charge de la subvention pour charge de service public, ça ne marchera pas non plus. L'apprentissage, est-ce qu'aujourd'hui le modèle est suffisamment stabilisé pour dire que ça va perdurer? La réponse est clairement non aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à trouver les leviers. Pas nous, mais l'État. Il doit se positionner. Quels sont les leviers qu'il va activer pour faire en sorte que oui, on rentre dans une dynamique de réindustrialisation au regard de la GPEC de la nation. Vraiment, c'est des questions que l'on doit se poser aujourd'hui. Et de notre point de vue, on l'a redit à plusieurs moments dans les débats de politique publique, il faut qu'on réussisse à maintenir un flux suffisant pour que l'apprentissage reste attractif. Ça, c'est une évidence. C'est vraiment la stabilité du modèle qui doit être visée. Il faut vraiment une prise en charge de la qualité des formations, une véritable prise en charge, une véritable évaluation de la qualité des formations. C'est vraiment un enjeu pour demain. Trop de jeunes, en fait, trop de familles se sont inscrits dans des formations qui finalement ne sont pas du tout des formations tout court. Et ils tombent de haut, effectivement. Et puis, on l'a redit, et je le redirai à nouveau, à chaque fois qu'on aura l'occasion de le faire, il nous faut vraiment un pacte de stabilité dans la procédure pour qu'on puisse se projeter. On ne peut pas se projeter aujourd'hui, ce n'est pas un modèle stable et on doit parvenir à un modèle beaucoup plus stable. Ça me semble vraiment important. Ça, c'était les éléments qu'on souhaitait partager, que je souhaitais au titre de France Université partager avec vous sur l'apprentissage. Deuxième sujet qui me semble important de discuter avec vous, c'est la VAE. La VAE avec un cadre juridique qui est complètement transformé. Toutes les dispositions sont exclusivement dans le Code du travail et qui conservent seule l'entière compétence du pilotage du dispositif. Et évidemment, ça modifie profondément le dispositif et la manière dont les universités s'en emparent. Donc cette loi du 21 décembre 2022 qui instaure la création d'un service public de la validation des acquis de l'expérience, un service assuré par un groupement d'intérêt public, un GIP baptisé France VAE, et la plateforme numérique de France VAE devient la porte d'entrée unique de la VAE. Force est de constater qu'aujourd'hui, alors Dieu sait si ça a animé les débats à FranceU et en partenariat avec Franck, évidemment. Force est de constater qu'à ce stade, peu de diplômes de l'université sont concernés. C'est vrai que la demande gouvernementale ciblait d'abord les niveaux 1 à 4, bac et infrabac. Mais l'objectif gouvernemental, c'est bien aussi de faciliter la reconnaissance des compétences et la fluidité professionnelle pour les niveaux infrabac et jusqu'au niveau 3, technicien supérieur, licence pro et bachelor. Et donc, bien entendu, de ce point de vue-là, il est clair qu'une montée en puissance du dispositif est attendue.
était attendu, non, est attendu. Sauf que, évidemment, les annonces du ministre de l'économie, il faut bien l'avouer, sur les coupes budgétaires nécessaires, a quand même conduit à un refroidissement financier fort. Et aujourd'hui, on se trouve encore au milieu du gué. C'est un peu comme l'apprentissage, hein, quelque part. Mais il ne faut pas se placer, et ça c'est important, c'est le message que nous on tient, il ne faut pas se placer en retrait du dispositif. Au contraire, il faut s'en emparer, et c'est vraiment quelque chose qu'on a défendu à France U. Alors après, j'entends que dans une équipe de gouvernance, c'est pas toujours évident de s'engager, mais c'est vraiment le discours que l'on tient, avec des objectifs qui sont ceux que je vais décrire aujourd'hui du point de vue de France Université. Quand on dit que les universités doivent s'en emparer, ça veut dire qu'elles doivent s'emparer du dispositif global. Elles doivent jouer le rôle d'architecte, d'accompagnateur de parcours, et pas uniquement se limiter, surtout pas, à la fonction de certificateur. Ça, c'est une évidence, et on est tous d'accord pour se dire que c'est une prise de risque gagnante. En tous les cas, moi, j'en suis convaincue. Il faut que les gouvernances des établissements s'en emparent et s'engagent vraiment dans l'ensemble du dispositif, y compris le rôle de l'AAP. Ça, c'est vraiment important. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, et c'est important pour vous, c'est important pour les collègues, les hommes et les femmes en fait, qui travaillent dans les services dédiés, je crois qu'il faut qu'on affirme notre rôle en tant qu'organisme d'accompagnement de premier plan, notamment par la connaissance et l'expertise des collègues qui sont en charge de la VAE dans nos établissements. Il y a une vraie expertise, on ne doit pas la perdre, et on doit poursuivre en ce sens. C'est vrai que ça bouleverse beaucoup de choses, mais il faut continuer. Et je crois aussi que pour l'université avec un grand U, c'est important de démontrer son engagement envers le développement professionnel et durable et social. Ça, c'est franchement important. En ouvrant un grand nombre de certifications sur la plateforme, en contribuant à l'égalité des chances et en maîtrisant les coûts vis-à-vis de la concurrence privée. On a un rôle à jouer, on ne peut pas être une université sans s'engager dans un débat sociétal en appui et donner la même chance à toutes et tous. Et puis bien sûr, moi je crois que c'est important aussi de continuer à assurer cet accompagnement personnalisé qui est exigeant et qualitatif. Nous devons continuer à rechercher l'excellence, renouveler nos méthodes pédagogiques pour rester un acteur majeur de la formation tout au long de la vie sur le territoire. Donc c'est plus global, mais je crois qu'on doit s'y engager. Donc à l'Université de Poitiers, nous avons fait ce choix. Je sais qu'il y a un recul, mais néanmoins, il faut qu'on l'accompagne et qu'on l'accompagne encore plus. Et moi, je me réjouis que ce choix, on l'ait fait en interne à l'Université de Poitiers. Ça, c'était le deuxième sujet. Ah, il faut que j'accélère. Pardon. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'universitarisation des formations paramédicales. Donc vous savez, ou pas, qu'il y a une mission interministérielle, donc à l'interface de notre ministère et du ministère de la Santé, qui a été mise en place et qui est pilotée par le professeur Christine Amirati, et c'est quelque chose qui a débuté depuis octobre 2022. L'objectif de cette mission interministérielle, c'est l'intégration pédagogique et fonctionnelle des formations paramédicales à l'université, en posant les bases d'une coopération entre 3 principaux acteurs: les instituts de formation, les universités et les régions. Bien sûr que c'est un enjeu hyper important, cette universitarisation des formations paramédicales, d'abord à l'échelle de l'établissement, pour plein de raisons que vous pouvez imaginer. Je vais vite vous les donner, mais évidemment, si on les intègre chez nous, ces étudiants et étudiantes ont le même droit que n'importe quel autre étudiant de notre université, y compris sur des questions de vie de campus, pas facile à gérer, par exemple, sur l'accès à la santé. On sait que c'est déjà compliqué, donc il y a tout un écosystème à repenser et à mettre en place. C'est bien sûr important parce que dans ces formations, il y aura forcément un volet recherche. Forcément. Ce sont désormais des formations qui seront à l'université.
les diplômes sont des diplômes d'université. Important parce que pour ces professions qui vont avoir une nouvelle reconnaissance en intégrant un schéma LMD, c'est essentiel. Important pour les territoires, pas toujours facile, ça je peux vous l'assurer, qui vont voir les universités et les écoles paramédicales renforcer leurs liens. Et en tous les cas, en ce qui me concerne, mais il ne faut pas que ça sorte de cet amphithéâtre, c'est pas facile de gérer les relations avec le CHU, toujours. Mais ce n'est pas spécifique de l'université de Poitiers, évidemment. Mais une fois que j'ai dit cela, formation professionnelle va évidemment être impactée et elle va devoir trouver sa place dans l'universitarisation des formations paramédicales parce que forcément, on va être amené à s'interroger sur le développement et l'accueil de l'apprentissage dans ces nouveaux cursus. On le fait déjà, on a déjà amorcé les réflexions bien entendu, l'accompagnement des parcours de formation continue, et la mise en œuvre, bien sûr, de la VAE. Et je peux vous assurer que le calendrier se précipite un peu, puisqu'on a pris des engagements sur le diplôme d'IBOD, les infirmières dans les blocs opératoires, pour ne donner qu'un exemple. Donc, globalement, et c'est un enjeu pour demain, la mise en œuvre de l'universitarisation va nous inviter très vite à repenser nos interactions avec les conseils régionaux, avec les CHU, avec les opérateurs de formation interne et avec des spécificités bien sûr liées à chaque territoire. Et donc il est important que tous les acteurs qui participent à la formation, et la formation avec un grand F, puissent être autour des sujets à aborder pour accueillir au mieux ces formations paramédicales dans nos universités. C'est pas toujours simple quand on travaille à l'échelle d'une mission à l'interministériel. C'est jamais simple, quel que soit d'ailleurs le ministère, les ministères impliqués. L'arrivée de Christine Amirati, quand même, a mis beaucoup de rouages entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement Sup et France Université. Et je crois qu'on est capable d'avancer ensemble sur ces thématiques, même s'il y a encore un long chemin à parcourir. Je crois que j'ai dit l'essentiel, me semble-t-il. En tous les cas, merci de m'avoir laissé l'opportunité de vous présenter un peu tout ça à l'échelle de FranceU. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille en relation de pleine confiance avec votre président, qui est vraiment un acteur politique incontournable dans les échanges que nous avons avec les ministères. Merci beaucoup.